Je suis donc Sarah Durel-Marc, je suis enseignant-chercheur en droit public à la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. J'ai rejoint l'Université 133 en tant que rapporteur de l'atelier Europe et relations internationales à raison de mon champ de recherche, d'une part, et d'autre part, à raison des perspectives offertes par cet atelier. Autrement dit, allier à la fois la consultation citoyenne des adhérents et la recherche universitaire à travers les échanges menés avec les différents élus que j'ai eu la chance d'auditionner. L'objectif, c'était en fait de pouvoir regarder l'avenir depuis la fenêtre du centre. D'une certaine manière, tous les échanges qu'on a pu avoir et tout ce qu'on a dit s'inscrivent plus ou moins dans cette ligne qui revient à chercher ce qui fait Europe, au fond, aujourd'hui, pour les démocrates et pour les centristes. À l'issue des différentes auditions, 5 pistes de réflexion donc sont ressorties. La plus importante en volume, je dirais, est relative à la place de l'individu dans l'Europe. Une deuxième piste de réflexion est également ressortie quant à la place du couple franco-allemand dans l'évolution, le développement des relations internationales d'une part et les relations européennes d'autre part. Le troisième point essentiel qui est ressorti de nos travaux, c'est l'Europe de la défense qui semble être la principale préoccupation pour les adhérents. Si on regarde l'enquête qui a été menée en avril-mai dernier, le sujet a été un sujet extrêmement important dans nos échanges. Donc à travers l'armée européenne, mais également à travers la politique qui doit être menée avec nos voisins, politique de voisinage en particulier, avec les États qui sont aujourd'hui des États tiers, qui pour certains souhaiteraient adhérer à l'Union européenne et rentrer dans cette grande Europe, pour d'autres n'en voient pas l'intérêt. Politique de voisinage donc à renforcer, à développer pour rassurer, conforter, garantir, protéger cette frontière extérieure. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment ressorti à plusieurs reprises. La quatrième thématique importante, c'est celle de la place de l'Europe dans le monde. L'Europe en tant que médiatrice, l'Europe comme instrument de résolution des conflits, mais aussi l'Europe comme instrument de diplomatie d'influence. Le cinquième élément qui est ressorti de nos échanges, qui au fond est transversal de toutes les autres thématiques, tient au fait que l'agenda de l'Europe n'est pas rempli. Autrement dit, les objectifs ne sont pas parfaitement atteints. On est arrivé à la conclusion que si la paix ou la recherche de la paix en Europe avait été le point de départ de l'ensemble de la construction, y compris chez les démocrates, on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait aller chercher ce qui ferait ciment à la place. Il faut prendre soin de développer la formation, l'information, de renforcer l'éducation, renforcer les moyens de transmettre ces valeurs, trouver le moyen de renforcer également la participation des citoyens à cette Europe. Bonjour à tous. Tout d'abord, un grand merci aux équipes, à la fois numériques, mais aussi aux équipes sur le fond et la préparation de ce moment de plénière. Et bien sûr, merci à François Bayrou et le Modem pour l'organisation numérique très originale de notre cité démocrate, qui nous permet normalement non seulement de travailler, mais surtout aussi de nous retrouver par ces temps si singuliers de torpeur Covid et qui risquent, eux, quoi qu'il arrive, dans les semaines qui viennent, d'être véritablement durables. Je voudrais tout d'abord faire un tour de table rapide, remercier les intervenants de leur présence sous cette forme,
et puis accueillir les internautes. Il y a ceci de pratique que nous n'avons pas besoin de masques pour dialoguer entre nous. Et je voudrais, ils se connaissent tous, mais je voudrais pour les internautes les présenter rapidement. Nous avons Jean-Louis Bourlange, qui est ancien député européen, président, il a été président à un moment donné de son parcours européen de la Commission des libertés, pour laquelle j'ai vraiment j'ai eu beaucoup d'attention et d'intérêt. Et puis il est aujourd'hui député des Hauts-de-Seine et membre de la Commission des Affaires étrangères. Merci Jean-Louis d'être là. Je ne te vois pas, mais tu dois être là. Je remercie Philippe Michel Klasbauer de nous avoir rejoints aussi. Il est notre député du Var et il est membre de la Commission Défense et Forces armées. Marie-Pierre Védrenne, qui est députée européenne et qui est membre de la commission du commerce international, Christophe Grudler, également notre député européen, qui est lui membre de la commission industrie, recherche et énergie, et Jean-Marie Beaupuy, qui est ancien député européen et qui est membre du bureau du Parti démocrate européen, notre parti européen, et qui est très très investi depuis toujours sur toutes les questions touchant à l'Europe et notamment au lien entre l'Europe et les citoyens européens. J'aurais eu beaucoup de plaisir aussi, bien sûr, à accueillir donc à notre plénière sur l'Europe mon amie Marielle de Sarnez, qui incarne une forme de synthèse par rapport à ses responsabilités, tant au Parlement européen, où elle a travaillé sur le rapport de la réindustrialisation de l'Europe, et qui est au cœur de notre sujet. Elle a, toujours au sein du Parlement européen, beaucoup travaillé sur les relations UE-Chine et les conditions de réciprocité, matière de réciprocité des échanges. Elle a beaucoup travaillé aussi sur les échanges commerciaux avec les pays du Maghreb et notamment la Tunisie. Donc à la fois, elle incarne le cœur de notre sujet comme ancienne députée européenne extrêmement investie, mais aussi aujourd'hui comme présidente de la Commission des Affaires étrangères au cœur de l'Assemblée nationale et dont les travaux sont au cœur de notre problématique. Elle nous regarde sûrement et je la salue au passage. Je vous prie aussi d'excuser avant de démarrer Geneviève Darrieussecq, notre ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, qui malheureusement a eu une mission hier qui l'oblige à être à l'étranger et ne peut nous rejoindre, même pas numériquement. Alors, Europe, sur la voie de l'indépendance, vous voyez notre thématique. Vous comprenez qu'en 1 heure, il sera très très difficile d'aborder toutes les questions, mais on va essayer d'y parvenir tout en laissant du temps aux internautes qui nous ont, j'espère, rejoints nombreux sur les différents réseaux. Permettez-moi quand même d'ouvrir le débat en quelques minutes sur ce thème et d'évoquer les rencontres que j'ai pu avoir au cours des 3 mandats que j'ai eu l'honneur d'exercer au cœur du Parlement européen. J'étais à la recherche d'une Europe puissance politique, apparaissant comme la seule option jouable à mes yeux dans le monde brutal qui est le nôtre en termes de sécurité, de défense, de dépendance énergétique, d'autonomie alimentaire, de lutte contre le terrorisme, etc. On va sans doute évoquer certaines des facettes de ces thématiques. Et j'embrayais souvent dans les rencontres en prenant le titre provocateur d'un roman d'un Polonais qui était Quo Vadis, qui avait rien à voir d'ailleurs avec l'Europe, mais pour dire l'Europe, où vas-tu, quel est l'objectif? Et aujourd'hui, au fond, nous sommes à un moment où l'Europe a réussi à changer peut-être de braquet, sans utiliser le cliché très usé de l'Europe n'avance que dans les crises, mais qui est quand même en partie vrai, avec notre pays très fortement à la manœuvre sur la question européenne et qui depuis de longs mois travaille habilement avec une grande patience
à surmonter et plutôt peut-être à dépasser les divergences, non seulement en le faisant dans le cadre de la relation franco-allemande, on va sans doute l'évoquer, mais pas que, parce que le fameux couple franco-allemand est une condition sine qua non de la force de l'Europe, mais pas seulement. Et notre pays qui travaille aussi à établir des relations de confiance construites dans la durée avec les pays européens, alliés, amis, pour répondre aux défis de notre temps. Alors, autant après la guerre, le projet, on peut même dire quand même l'ambition, la belle ambition des pères fondateurs, pour moi qui suis une fille des frontières et d'une région qui a été traversée pendant des siècles par les guerres, c'est une étape extrêmement importante que cette première étape vers la paix et la réconciliation, où au fond euh, on était au travail, à la construction d'une œuvre entre les pays européens, en laissant au fond un certain nombre de questions fondamentales de sécurité, de sûreté, de défense, soit aux États membres eux-mêmes, soit donc au niveau international, donc à des organisations internationales, l'OTAN, l'ONU, etc. Alors, autant aujourd'hui, dans le monde tel qu'il va, les défis sont bien sûr encore intérieurs entre États membres, et au niveau des États, mais il est beaucoup plus important aussi d'avoir idée de l'équilibre qu'il faut trouver dans notre rapport au monde, tant nos défis ou nos challenges, pour utiliser un terme à la mode, sont extérieurs et qu'on peut considérer que l'Europe, elle est soit condamnée à exister, soit à subir la loi des autres, dans tous les domaines que j'ai évoqués en début de propos. Donc, et qui constituent tous ces défis qui ne se relèvent qu'ensemble, en créant une sorte de nouvelle puissance qui ne peut exister qu'à l'échelle d'un continent. C'est pas notre pays d'ailleurs, la population, la France est très très importante sur la planète, mais on est au fond, grosso modo, 1% de la population du monde, et donc on ne pourra pas tout seul apporter la force nécessaire à l'attente des citoyens. Et c'est pas dans la recherche d'une sorte d'imaginaire autarcie française, mais plutôt dans une forme d'indépendance européenne, que nous pouvons faire face à l'autoritarisme de la Chine, au coup de menton d'Erdogan, aux difficultés de l'imbroglio séculaire maintenant du Moyen-Orient, des menaces voilées de Poutine, pour ne pas citer plutôt la décomposition des projets de nos alliés naturels qu'étaient les États-Unis. Alors, puisque Jean-Louis Bourlange nous a retrouvés, je me permets de commencer par l'interroger. Ah, là, je Puisque vous notre entends plus. intitulé- Tu m'entends? Là, j'entends plus rien, là. Ah bah flûte. Alors, allume le micro. Et non, moi, Et j'entendais très donc, bien, mais j'ai ah, cessé mais d'entendre là je t'entends, moi, donc ça et va maintenant, revenir. j'entends que moi. Ah, notre intitulé, l'Europe sur la voie de l'indépendance, on évoque l'indépendance, on parle souvent de souveraineté, le président de la République parle souvent lui-même de souveraineté européenne, et puis aussi on parle d'autonomie européenne ou de puissance, comme moi j'ai utilisé ce terme. Alors, sans entrer dans un débat de juristes, comme nous les aimons, et parce qu'on aime partir de concepts bien définis, peux-tu nous éclairer sur la différence, enfin sur le rapport de l'indépendance à la souveraineté? Est-ce que tu peux éclairer notre lanterne, Jean-Louis Bourlange? Je sais pas, est-ce que vous m'entendez? Nous, très bien. Moi, je peux. Bon, très bien. Moi, je m'entends aussi, hélas. Bah Je vas-y, n'écoute pas parle. parler, mais je m'entends parler. Euh, Écoute, bon, mais écoute, tout ce que tu as dit me paraît frapper au coin du bon sens et de la justesse. Je pense effectivement que nous devons être attentifs au fait
que le projet européen a vraiment profondément changé de nature depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, depuis la chute du mur de Berlin et l'effondrement de l'Union soviétique, et que nous n'avons pas encore réussi à accepter, à assumer les conséquences de ce changement de nature. Disons que initialement, la construction européenne était une affaire introvertie qui visait à éliminer les germes de discorde et de guerre entre les puissances européennes et en particulier entre l'Allemagne et la France, puisque le rapport entre la France et l'Allemagne avait empoisonné les relations européennes sur une assez courte période. Hein. Il ne faut pas confondre ça avec toute l'histoire de l'Union européenne. C'est essentiellement le rapport, l'intensité du rapport franco-allemand, ça se développe sur moins d'un siècle, sur à peu près depuis Sadova en 1866 jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Rien à voir avec les tensions permanentes entre, par exemple, le Royaume-Uni et la France, mais qui ne sont pas, qui sont là, des luttes d'ennemis héréditaires, mais d'ennemis héréditaires qui sont héréditaires parce qu'ils ne veulent pas se détruire l'un l'autre. Tandis qu'avec les Allemands, ça a été très court, mais c'était à la vie, à la mort. Donc on a eu un moment très difficile. L'Europe a été construite dans un premier temps pour faire face à cela, et si vous voulez, c'est un peu derrière nous. Nous avons encore des problèmes de paix et de guerre à la périphérie de l'Europe. On a eu les problèmes balkaniques, on a quand même toute cette instabilité autour des États successeurs de l'Union soviétique, mais globalement, à l'intérieur de l'Union européenne, les rapports sont évidemment pacifiés. Je crois que peu de gens imaginent, même avec le Brexit, que nous allons entrer en guerre entre nous. En revanche, nous sommes maintenant soumis à une pression, nous sommes confrontés à une espèce de révolution copernicienne qui nous oblige à nous situer dans un monde dans lequel nous subissons des attaques très fortes, des menaces, des pressions, également des opportunités. Nous sommes dans un monde qui n'est pas celui ami-ennemi, mais qui est celui des associés rivaux, où chacun est à la fois un associé et un rival. Et il faut reconnaître que notre logiciel de construction européenne initiale n'est pas adapté à cette situation, puisque notre logiciel, c'était de substituer le droit à la force. Or là, nous sommes confrontés, non pas nécessairement à la violence, mais en tout cas à des rapports de force avec les Russes, avec les Chinois, avec le monde islamiste, avec les États-Unis. Nous sommes confrontés à des rapports qui sont des rapports de force. Et nous devons donc penser notre construction européenne en termes d'établissement d'un rapport de force et pas simplement en termes d'établissement d'une relation de droit. Deuxièmement, le deuxième principe du logiciel européen initial, c'était de considérer que c'était un peu le côté techno de Jean Monnet, c'était de considérer que ce qui nous réunissait, c'était la raison. C'est-à-dire que Jean Monnet pensait que quand il y a un conflit, il n'y a pas forcément de conflit d'intérêt, il n'y a même pas de conflit d'intérêt du tout, selon lui, il y a simplement une incapacité à poser en termes adéquats les intérêts respectifs des uns et des autres et à dégager un consensus rationnel. Jean Monnet ne perçoit pas suffisamment la distinction entre le consensus de raison et la notion d'intérêt, de valeur, la notion kantienne, si vous voulez, d'intérêt et de valeur, c'est-à-dire de choix entre des arbitrages politiques. On est pro-russe ou pro-américain, on est pour la liberté ou pour l'égalité. Tout ça, ce sont des choses qui ne se réduisent pas à des consensus de raison, mais qui sont l'expression de choix fondamentaux. Et ça s'appelle la politique par rapport au droit. Et nous avons donc une très très grande difficulté à introduire dans nos institutions, le Parlement européen y contribue, parce que c'est une assemblée d'hommes politiques, la Commission a été conçue initialement comme la négation de la politique, comme un collège de gens qui étaient à l'abri des passions politiques, mais en réalité, c'est devenu un collège de politique. Le Conseil européen et les conseils des ministres sont évidemment des institutions politiques, mais nous avons malgré tout énormément de difficultés à faire des arbitrages,
à dire, voilà, nous pensons cela, il y a une majorité, même une majorité large, mais il n'y a pas forcément une unanimité. Donc, il faut bien voir que les obstacles sur la route de tout, le troisième sont forts. Le troisième obstacle, c'est évidemment une méfiance absolue, je l'ai dit au début en opposant la force et le droit, mais d'une façon générale, une méfiance absolue à l'idée d'une mobilisation militaire, policière, des moyens. Donc, tout cela est quelque chose de très difficile à vivre, et je dois dire que les Français ont toujours été, dans la construction européenne, notamment dès le traité de Maastricht, très favorables à cette révolution copernicienne. Les Allemands ont énormément traîné les pieds pour différentes raisons, dont le passé, dans lesquels le poids du passé joue évidemment un rôle essentiel. Mais ce qu'on peut voir, contrairement à ce que disent beaucoup de critiques de la construction européenne et de la relation franco-allemande, c'est qu'en réalité, les Allemands évoluent. Ils évoluent lentement, mais ils évoluent, et ils évoluent plutôt dans le sens de nos propres préoccupations, et notamment la présidente de la Commission européenne, qui a été ministre de la Défense dans son pays, est très sensible à des thèmes qu'on pourrait qualifier de français. Donc je crois que c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, et je serai très rapide, chère Nathalie, c'est sur la question quand même juridique importante, la notion de souveraineté et d'indépendance. Oui, c'était ma Je question, comprends mais très bien ce Jean-Louis, que veut. très très Pardon? bref. Oui, je vais Tu être très dois bref. me... Je, je, Ou alors tu je crois reviendras. simplement. Bon, je veux bien m'arrêter, hein. Non, C'est pas un tu problème. reviendras sur la question souveraineté-indépendance parce qu'on va la traiter évidemment et je te repasserai la parole. Mais merci de cette présentation qui est pas seulement frappée au coin du bon sens, mais carrément magistrale pour poser le débat à l'heure actuelle pour notre Europe sur effectivement la force et le droit, c'est extrêmement important et très très bien développé. Et moi, je voudrais faire rebondir justement Philippe Michel Klasbauer, qui est membre de la commission défense. Tu viens d'évoquer les responsabilités antérieures de Ursula von der Leyen et qui nous permet de rebondir sur ton propos paix et guerre à la périphérie de l'Europe. Évidemment, on va normalement pas déclarer la guerre entre nous, même si on a du mal parfois à s'entendre, même sur l'essentiel. En revanche, il y a des bruits de bottes à la périphérie de l'Europe. Alors, Philippe, pardon, en matière de défense, comment jouer une partition d'indépendance européenne quand au fond, c'est aujourd'hui, pour résumer, être peut-être un peu brutal, au fond, c'est la France qui constitue la défense européenne aujourd'hui et encore agrémentée par le départ du Royaume-Uni. Alors, comment faire? Et Michel, tu as la merci parole Nathalie. pour quelques minutes seulement. 3 Très bref, minutes. merci de m'accueillir. Merci. Bonjour mes chers collègues et bonjour à tous ceux qui nous suivent. J'espère que vous m'entendez. Un petit signe de votre Très part bien. me confirmera que je suis audible. Oui, c'est bon, vas-y. Vas-y, tout le monde Alors t'entend je et n'ai on te ni voit son. très bien. Alors Très bien. parle. Donc je m'inscris exactement dans ce que tu viens d'expliquer. La défense ou l'intervention ou la force de réaction européenne repose sur la France, mais aussi sur le Royaume-Uni. Parce que vous le savez, la France et l'Angleterre sont les deux seules puissances capables de projeter dans le délai le plus court qui soit des unités pour une intervention d'urgence. Nous avons des unités sur le Guépard en France, en Angleterre, qui font que si cet après-midi nous décidons une intervention dans l'urgence, comme ce fut le cas pour Sangaris ou Serval, eh bien dès demain nous pouvons assurer une projection. Ça veut dire que s'il se passe quelque chose aux confins de l'Europe, aux portes de l'Europe, dans des incidents graves comme on les a connus, des guerres, en Ukraine, en Géorgie ou autre, nous pouvons intervenir
avec les Anglais, avec l'aide aussi des Américains et de certains autres partenaires, mais l'expertise sur cette intervention, elle est franco-anglaise. Et ce point est très important parce que dans nos développements, le couple franco-anglais est à la défense et à la sécurité de l'Europe aussi important que le couple franco-allemand pour les questions politiques et d'économie. Et aujourd'hui, cela m'amène à une première suggestion, une première demande à faire, c'est que dans les relations tendues que nous avons avec les Anglais à l'heure actuelle à cause du Brexit et de leur Premier ministre, je souhaiterais que nous restions dans la philosophie de l'Europe et la bienveillance de l'Europe, que nous soyons des gentlemen, pour prendre l'expression anglaise consacrée, de manière à ne pas être trop brutaux et garder toujours à l'esprit que, nous souhaiterions qu'un jour les Anglais nous rejoignent à nouveau, parce que nous pensons tous, et beaucoup d'Anglais le pensent, que ce Brexit est une mauvaise idée, et deux, parce que dans cette construction d'une sécurité de l'Europe, d'une défense de l'Europe, les accords de Lancaster House qui unissent la France et l'Angleterre sont incontournables et vont être renforcés. D'autant plus que, et je reprends le propos que disait Jean-Louis Bourlanges tout à l'heure, c'est qu'un de nos autres alliés est en train de faire défaut. L'Amérique de Trump nous avait dit, écoutez, nous ne voulons plus payer pour la défense de l'Europe. Bien sûr, il y aura toujours des moyens de transmission de renseignements qui seront toujours mis à disposition. Mais il ne faut pas se leurrer. Si demain Biden est élu, ça ne changera rien par rapport à la pression que les États-Unis mettront sur l'Europe. La pression commerciale, la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine font que les options stratégiques des États-Unis se poursuivront, quel que soit le président des États-Unis qui sera voté d'ici peu. Cela veut dire quoi? C'est que dans ce monde qui est peuplé d'ennemis, les ennemis, c'est Daesh, c'est les djihadistes, ou de prédateurs, pour reprendre l'expression de François Heilbourg dans son ouvrage sur les prédateurs et nous. Les prédateurs, ce sont les Chinois, ce sont les Russes, ce sont même les États-Unis sur cette guerre commerciale. Cela veut dire qu'aujourd'hui, comme le disait Jean-Louis Bourlanges très justement, autant la construction de l'Union européenne s'est faite sur des fondamentaux, sur des ressorts qui nous ont permis de créer un espace de paix, à la porte duquel un certain nombre de pays viennent frapper. Nous l'avons entendu tout à l'heure, dans la périphérie immédiate de l'Europe, il y a des États qui souhaiteraient devenir européens, et on les comprend tous. Nous devons donc aujourd'hui construire par des alliances, avec les Anglais, des alliances renforcées, Lancaster House sera renforcé, et par une vision stratégique naissante ou en voie d'amélioration de la part de nos collègues allemands, qui va nous conduire nécessairement à envisager cette politique de sécurité de la défense dans un délai court et à moyen terme, forcément au sein de l'OTAN, parce que, vous le savez très bien, et prenons à l'image de la France, qui est le pilier de la défense de l'Europe, nous tenons quasiment, la défense opérationnelle tient dans le Stade de France et ses abords, alors qu'avec l'OTAN, nous sommes 700 000. 80 000 contre les 300 000 Russes, oui. Nous ne pesons rien. Philippe, 700 000 oui. Contre les 300 000 Russes, la donne n'est pas la même. Cela veut dire que aujourd'hui, nous devons, à tout prix, nous n'avons même plus le choix. Quand Trump nous disait « je ne veux plus payer », on pouvait se poser des questions. Aujourd'hui, nous devons le faire. Le fait que l'OTAN soit une zone de tension aujourd'hui, notamment avec ce qui se passe en Méditerranée, les Turcs, ne doit pas nous faire oublier qu'il y a toujours eu des tensions, comme dans toute relation d'associés. Quand certains États de l'Europe contournent les sanctions oui. Infligées à la Russie, nous avons l'habitude de les régler de manière diplomatique. Donc la crise turque doit se régler de manière diplomatique. Philippe. Et nous devons... Oui, Nathalie, je suis à ton écoute. Oui, Philippe la présente. Je suis obligée d'être, je ne suis pas maître du temps, j'aimerais on reviendra sur les questions. J'ai une responsabilité parce qu'on doit garder du temps aussi pour les questions des internautes. Je voudrais que tout le monde ait pu déjà exprimer un point de vue. On entend bien effectivement les défis, les dilemmes même qui se posent à nous. Mais quand tu dis nous devons, est-ce que tu parles d'une indépendance européenne ou tu parles de la France avec le Royaume-Uni face à nos adversaires?
parce que il y a quand même un début de quelque chose en termes d'indépendance européenne avec le Fonds européen de défense qui a un peu été raboté, et encore, je crois que la discussion n'est pas finie, mais qui sortira de la discussion budgétaire européenne un peu rabotée, mais qui envisage, en tous les cas, une mutualisation, une production en termes d'armement qui soit européenne. Et qui nous permettrait Et de nous, sortir de cette logique qui ne repose que sur la France au niveau de l'Union européenne et les liens anciens et utiles avec le Royaume-Uni. Alors quand tu dis nous, tu parles de la France ou tu parles des Européens? Parce que c'est vrai que alors, je tu es parle des depuis la Européens, Commission. Ah, parce que nous ne bon, pourrons pas supporter l'effort tout seuls. Les liens que nous avions avec le Royaume-Uni ne sont pas détricotables à l'heure actuelle. oui, on a Thales bien est installé entendu en ça. Angleterre. Et, euh, et regardez bien aussi qu'aujourd'hui, l'Angleterre fait l'objet d'une prédation des États-Unis sur un des opérateurs 5G qui met les Anglais dans le même émoi que nous vis-à-vis des États-Unis. Donc, ils resteront des partenaires logiques. Et aujourd'hui, c'est cette évolution stratégique dont parlait Jean-Louis de l'Allemagne qui va nous permettre de concrétiser les avancées de l'initiative européenne de défense. Mais le temps que cette concrétisation puisse déboucher sur quelque chose, ça veut dire que les supports opérationnels à court terme, à très court terme, comme la France et le Royaume-Uni, vont rester incontournables. Mais nous ne pourrons pas faire un Merci. effort prolongé tout seul. Cela veut dire que l'Europe aujourd'hui doit se saisir de cette question. Ça veut dire un budget adapté et une politique, une relation entre les différents États, pour savoir qui va faire quoi et où. La question se pose par exemple dans le Sahel, où certains États européens nous ont réunis, de l'Union, mais pas tous. Et c'est un sujet Merci. d'école. Qu'est-ce que nous faisons? Merci Philippe de cette excellente présentation, et je profite de tes propos et de ceux de Jean-Louis sur l'Allemagne pour passer la parole à nos députés européens. Sur l'Allemagne, par exemple, je prends la situation, peut-être le changement de pied d'Angela Merkel, puisque vous avez, et Jean-Louis et toi, parlé aussi des équilibres commerciaux. Vous savez peut-être que toutes les ménagères allemandes ont dans leur cuisine un robot moulinette coupe légumes KUKA d'un producteur bavarois qui vient d'être racheté par le chinois Midea, et qui, alors, ça n'explique pas le changement de pied d'Angela, mais cette espèce de prise de conscience de rivaux stratégiques à l'intérieur du marché intérieur, et qui peuvent peut-être réussir à nous sortir nombreux de la naïveté un peu européenne qui était sa marque de fabrique pendant tout un temps. Et Marie-Pierre et Christophe, qui sont au cœur de ces sujets et qui se trouvent être des sujets au cœur de l'actualité, avec donc le japonais Bridgestone dans le nord, avec General Electric, avec l'acier aussi, et qui sont directement concernés dans leurs travaux et dans leurs décisions, parce que je voudrais qu'on parle aussi, au-delà de nos analyses, même si on a très peu de temps, de qu'est-ce que vous décidez de faire et comment on concrétise ce momentum qui est celui de l'Europe en ce moment au niveau des dossiers européens, le blocage de l'OMC, l'étude d'impact qu'a commandé Édouard Philippe sur les effets du Mercosur sur notre économie européenne, avec des constats très très négatifs sur la déforestation. Donc à vous la parole, peut-être Marie-Pierre en premier, quand l'Europe parle le langage de la puissance, ça prend quelle forme exactement? Bonjour à tous, j'espère Bonjour. déjà que vous m'entendez bien. Je suis ravie d'être avec vous et de retrouver les collègues pour cet échange donc sur, qui est pour moi essentiel. La question qu'on nous pose aujourd'hui, l'Europe sur la voie de l'indépendance, c'est la voie qu'il faut prendre. Et Jean-Louis Bourlange a bien contextualisé les choses sur a-t-on déjà décidé de prendre cette voie
et comment va-t-on l'emprunter? Alors le C'est contexte pour ça du que je voulais Covid mettre un nous point pousse justement d'interrogation, à moi. encore plus prendre cette voie. C'est une voie que porte la France à l'échelle de l'Union européenne. Et maintenant, l'enjeu, c'est justement de convaincre tous nos partenaires européens de l'emprunter également. Alors, tu le soulignais, Nathalie, moi je suis dans la commission du commerce international. Et quels sont les combats sur lesquels on porte et quelle vision on défend? On défend la vision d'un commerce mondial qui soit régulé, qui soit juste et qui soit durable. Régulé, d'abord, ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, le commerce international s'inscrit dans un contexte, rappelé par Philippe, de tension, de guerre commerciale. Il faut employer les bons termes aussi. On vit une guerre commerciale et l'Union européenne est un peu le terrain de jeu d'une rivalité chino-états-unienne. Donc il faut que nous, on dessine notre propre voie. Et pour ça, sur la scène internationale, il faut que l'Union européenne soit claire dans ses ambitions. Elle doit porter la défense du multilatéralisme, elle doit porter la réforme de l'Organisation mondiale du commerce. Et une organisation mondiale du commerce qui maintenant tienne compte des règles et du contexte dans lequel on est. C'est-à-dire bâtir une mondialisation qui soit juste. On a abordé depuis le début aussi de cet échange la place de la Chine. On le voit bien à l'heure actuelle, Ursula von der Leyen emploie maintenant le terme de rival stratégique. C'est véritablement le cas. La Chine est un rival stratégique. Il y a des relations qui sont basées sur une concurrence déloyale en matière sociale, fiscale, environnementale. Et il faut que l'Union européenne, justement, au travers d'une mondialisation qui soit plus juste, défende une concurrence loyale avec tous les partenaires, la Chine, les États-Unis, mais c'est aussi tout l'enjeu des négociations que nous avons dans le cadre du Brexit et dont on débattra demain avec Michel Barnier. Et puis, il y a la question d'une mondialisation qui soit durable. Parce que, on le voit bien, le contexte du Covid nous a démontré que nous étions complètement dépendants de la Chine, ou même de l'Inde pour la production de médicaments. Et il faut donc que nous ne soyons pas dépendants à la fois d'acteurs étatiques, tels que la Chine, mais à la fois d'entreprises. Si je prends sur les services numériques, notre dépendance vis-à-vis des GAFA. Il faut qu'il y ait des géants européens qui émergent sur ces questions. Et là, je pense que Christophe aura l'occasion d'évoquer tout le travail qu'il fait justement en matière industrielle. Donc, c'est toute cette volonté qui doit se concrétiser maintenant par des propositions concrètes. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à nos auditeurs et qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le travail qu'on doit faire, c'est celui aussi de l'unité européenne dans cette vision-là. Parce que, je le disais en introduction, la France porte cette voie d'une Europe qui s'affirme en tant que puissance. Mais certains de nos partenaires ont parfois du mal à l'assumer, ont peur des représailles justement en matière commerciale, de nouvelles impositions de droits de douane. Donc ça veut dire que l'Union européenne, en fait, elle doit se muscler. Elle doit renforcer son arsenal juridique pour se défendre. Et c'est tout l'enjeu, moi, dans le dossier que je porte à l'heure actuelle, qui s'appelle Enforcement Regulation, c'est le règlement sur l'application des règles en matière commerciale. C'est faire en sorte que l'Union européenne, elle puisse agir dans un temps quand même le plus rapide possible, être efficace, être cohérente pour défendre ses intérêts au sein de l'Organisation mondiale du commerce et dans ses accords bilatéraux tels que le Mercosur. Alors, mais ça, concrètement, Marie-Pierre, ça prend quand même un certain temps. Il faut construire les majorités à la fois au Parlement européen et maintenant on est dans les négociations en trilogue avec le Conseil pour ça. Oui, alors Marie-Pierre, soyons concrets, effectivement, parce que tu as très bien posé le débat à l'heure actuelle avec la prise de conscience des défis, de la localisation des concurrents, leur caractère sauvage, sans règles, alors que nous poursuivons des règles qui sont toujours pas très bien connus des citoyens alors même qu'ils aspirent à les avoir, donc ils ne les connaissent pas. Concrètement, puisque le groupe donc de Renew est un groupe qui a une force donc bien supérieure à celle qui était notre force dans les mandats précédents. Vous êtes à la fois le groupe le plus puissant
au sein du groupe parlementaire, donc qui est lui-même le groupe central pour les décisions et les pouvoirs. Alors à la fois, comment concrètement maintenant vous aboutissez et puis aussi quelles sont ces mesures? Très brièvement, mais rentrons dans le concret pour que on dépasse le constat que, qu'il était tout à fait opportun de faire, hein. Je pense que c'était très important. Effectivement, il faut rappeler que la délégation Renaissance, au sein du groupe Renew, elle a un rôle central. On a un rôle de pivot, on a un rôle d'aiguilleur au sein du Parlement européen. Et sans Renew, il ne peut pas y avoir de majorité. Sur certains sujets, et ça aussi, il faut le comprendre, la logique du Parlement européen qui est très différente de l'Assemblée nationale. Quand on a des positions sur les questions, on va dire l'Europe sociale, la transition écologique, on va avoir une majorité plutôt à gauche. Et Renew et la délégation Renaissance fait la bascule. Et puis sur d'autres sujets, on va être allié avec le Parti populaire européen, mais aussi avec les sociodémocrates. Donc c'est vrai que c'est une logique différente et Renaissance a vraiment ce rôle fondamental. Mais pour ça, ça veut dire aussi qu'il nous faut travailler avec tout le monde et que les majorités se construisent à chaque projet. Oui, Donc c'est aussi un travail méticuleux pour veiller à faire en sorte que nos positions soient celles qui emportent la majorité au Parlement bien européen. sûr, Je vous voilà. donne donc Alors, l'exemple concret sur le dossier que je porte à l'heure actuelle. Donc, c'est justement brièvement, pallier le parce blocage que de l'organe d'appel de l'OMC. Au brièvement, Parlement européen, plus vite possible. Au Parlement européen, il a fallu derrière construire la majorité en commission commerce international. Et j'ai obtenu 32 voix sur 35 pour mon rapport. À la base, on m'avait dit, tu n'obtiendras rien. Mais j'ai pris le temps d'échanger avec tout le monde et de leur démontrer que si l'Union européenne veut porter cette voix sur la scène internationale, il faut qu'on justement se muscle, qu'on se renforce, qu'on ait des nouveaux outils juridiques. Parce que si derrière on veut défendre justement cette voie de l'indépendance, si on n'a pas ces outils qui nous permettent d'avoir un levier dans les négociations avec des partenaires qui ne jouent pas les règles, ben en fait, on n'a pas bien suffisamment sûr. d'outils et Mhm, suffisamment d'as, on va dire, dans notre carré de jeu. Donc c'est mhm, tout l'enjeu et je crois qu'on y arrive et je pense que Christophe va pouvoir maintenant justement oui. l'illustrer avec d'autres exemples. Alors, merci de lui passer la parole effectivement sur la politique industrielle qui est un outil extrêmement important au jour d'aujourd'hui et dans l'actualité de l'économie de notre monde. Christophe, comment on se situe donc par rapport à cette question de l'indépendance, hein? Je voudrais qu'on ne perde jamais de vue la thématique de notre table. Voilà, alors Christophe, très tu as bien. la Alors, parole. bonjour Nathalie, bonjour à tous, merci pour cette plateforme. Alors, donc simplement, l'indépendance, qu'est-ce que c'est? En fait, l'indépendance, ça veut dire très concrètement que l'Europe ait son propre destin en main et ne dépende pas des autres à travers le monde. Et alors, indépendance, ça fait des fois peur, parce que ça veut dire protectionnisme. Donc, ça veut dire protectionnisme, ça veut aussi dire, pour nos amis libéraux attachés au marché commun, que c'est une remise en cause lamentable de la liberté du marché. Donc, il faut vraiment faire attention là-dessus. Et ce qu'on avance plutôt au niveau européen, c'est le concept d'autonomie stratégique. Autonomie stratégique, qui n'est d'ailleurs toujours pas acceptée par certains au Parlement européen, qui nous parle parfois avec la Commission maintenant d'une autonomie stratégique ouverte. Bon, l'autonomie, je sais ce que c'est, l'ouverture aussi, mais l'autonomie ouverte, voilà, c'est un concept un peu fumeux, un peu bulle bruxelloise, et il va falloir taper dedans pour que ce concept ne reste pas trop longtemps. Donc, être maître de son destin, c'est notamment en matière de défense. J'en rebondis 30 secondes sur ce qu'a dit tout à l'heure mon ami Philippe. Les Anglais, la Grande-Bretagne, elle quitte l'Union européenne. Maintenant, on continue à 27. On ne va pas continuer comme avant avec les Britanniques. Même s'ils ont effectivement une armée très puissante, même si on va compter sur eux dans le cadre de l'ONU, mais dans le cadre de l'Union européenne et de l'Europe de la défense, on va faire sans les Britanniques. Et progressivement, on va faire sans l'OTAN. Alors effectivement, aujourd'hui, on n'a pas encore les moyens. Bon, mais la cohérence de ce fonds de défense qui est à 9 milliards d'euros quand même, pour faire le SCAF franco-allemand notamment, il faut remettre aussi l'Espagne, peut-être C'est un l'Italie, char. mais bon, C'est un c'est un système d'aviation, l'aviation du futur avec les drones, Ah, pour faire le char le franco-allemand, char. pour l'Eurodrone évidemment. Donc tout ça, ça va se faire sans les Britanniques. Voilà. Donc et puis s'ils veulent revenir un jour, ils seront les bienvenus parce qu'on les aime beaucoup. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire ceux qui sont dedans, ils sont dedans, et c'est ensemble qu'on fait quelque chose. Alors sur la partie qui est plutôt la mienne, c'est l'autonomie industrielle et technologique, on va dire.
sur lesquels il y a du boulot à faire, hein, parce que il y a des gros intérêts. On est quand même le premier marché mondial, il faut quand même y avoir l'Union européenne, hein. Donc il y a des gros intérêts, des gros lobbies américains, chinois, russes qui viennent nous solliciter pour les thématiques d'énergie ou de production industrielle. Et il faut être très très vigilant pour ne pas se laisser faire. Alors très concrètement, l'Europe s'est rendu compte, notamment avec le Covid, qu'il y avait de graves lacunes dans son tissu industriel, qu'on avait laissé partir des choses en pensant que la matière grise pouvait rester en Europe et que la production serait à l'autre bout du monde, et on s'est aperçu de l'impasse. Donc il y a des outils très concrets qu'on a mis ensemble dans le cadre, qu'on a mis en action dans le cadre du plan de relance et du futur cadre financier pluriannuel. Les alliances européennes, par exemple, l'Alliance européenne de l'hydrogène, de la batterie, à la fin du mois des matières premières. Ces alliances européennes sont une dérogation qui permet à chaque État membre de subventionner les filières, qui permet également à l'Europe de subventionner ces filières. Normalement, c'est interdit dans le cadre du marché commun, hein. Et bien comme ça, on va pouvoir être certain d'avoir une autonomie dans les médicaments, dans l'hydrogène. Et c'est plutôt bien fait maintenant, les nouveaux textes. Je prends l'exemple de l'hydrogène. Le plan dit clairement qu'on va déjà permettre d'avoir des producteurs par exemple dans le transport, des producteurs d'hydrogène qui ont des kits moteurs avant de subventionner la production d'hydrogène. Pourquoi c'est plus malin? Parce que quand on subventionne la production d'hydrogène, après on encourage des investissements étrangers. Comme on l'a fait pour le photovoltaïque. On a voulu subventionner les panneaux. Conclusion, l'argent a profité aux Chinois, aux Coréens, qui sont venus nous vendre leurs panneaux photovoltaïques qui étaient avancés, alors que notre industrie n'en avait pas. Donc ça, c'est vraiment un outil très très important. Le principe de réciprocité, le principe de fair competition, donc les subventions d'État déguisées dans les autres États membres, enfin dans les autres parties du monde, ça ne doit pas fonctionner. Voilà un petit peu les chapitres sur lesquels on se mobilise. Le commissaire breton qui est en charge de ces questions-là est très très impliqué. Et donc on fait un bon travail ensemble entre le Parlement et la Commission. Qu'on n'est pas d'accord, on se le dit. Mais voilà, il y a un très très gros enjeu. On sait qu'il peut y avoir de grands plans de licenciement à l'avenir. Et donc l'Europe a les moyens. On a mis le paquet au niveau financier pour pouvoir redresser ce domaine industriel. Et donc continuons à œuvrer. Alors, évidemment, ça fait des belles déclarations comme ça en début de mandat, mais après il faudra du concret pour voir effectivement sur chacun des thèmes comment on arrive à construire quelque chose. Merci Christophe de ces éléments très concrets qui sont en cours de discussion et qui vont aboutir à des décisions qui donneront une forme concrète. Une petite question très rapide, mais par oui ou par non, Christophe. Est-ce que, par exemple, on va fixer des limites aux investissements étrangers en Europe ou bien ça serait contre-productif? Mais en une phrase, hein, parce oui, que on va fixer des limites. Nathalie, on va oui. fixer des limites qui vont être liées au respect de l'accord de Paris pour les questions environnementales, au respect de l'état de droit aussi. Ça aussi, c'est une valeur qui monte quand même dans l'Union européenne. Oui, enfin, et puis donc, on va bien s'assurer que ces investissements étrangers soient également de l'argent propre, évidemment. Mais les étrangers seront toujours les bienvenus pour investir dans l'Union européenne, bien évidemment. Hein. Mais il y aura quand même cette grosse vigilance. Les règles de la concurrence vont être revues. Hein, donc, elles datent de 1997. Vestager a promis que ça serait fait dans les tout prochains mois. Donc, on attend dessus, hein, parce que maintenant, nos entreprises européennes, elles ne jouent pas sur le terrain de jeu européen, elles jouent sur le terrain de jeu mondial. Donc, on est sur le global market, comme on dit, marché global. Et c'est là-dessus qu'il faut maintenant examiner nos règles de concurrence. Merci Christophe, je te repasserai la parole sans doute tout à l'heure si j'y parviens parce que nous avons beaucoup de questions des internautes et comme le sujet est très vaste, je les avertis tout de suite pour qu'ils n'entrent pas dans une frustration profonde. Je n'arriverai pas à faire en sorte que vous puissiez traiter toutes les questions. J'en prendrai une sélection. Alors justement, Marielle avait beaucoup travaillé sur ces questions de réciprocité et donc de respect des normes, ce sont des éléments qui constituent les soubassements, je pense, des travaux. Je voudrais passer la parole à notre sage, son regard de sage et d'homme serein, donc à Jean-Marie Beaupuy, et je vais lui demander, mais je sais qu'il sait être extrêmement bref, comment il voit cette indépendance dans l'interdépendance, puisque tous les quatre avant toi ont bien dit que
on n'était pas seul au monde, on allait se muscler, qu'on allait exprimer cette indépendance ou cette force, jamais cette souveraineté, vous aurez noté. Pour l'instant, en tous les cas, elle est encore in spe. Et donc, première question, mais à laquelle je souhaite une réponse très concise. Et la deuxième, qui est sans doute la plus difficile de notre table ronde jusqu'à présent, j'aime la provocation, c'est celle de comment on associe les citoyens à ces défis, comment on arrive à dialoguer avec eux, donc en confiance. Jean-Marie, pour 2 minutes. Aïe, aïe, aïe. Merci. C'est un défi. Bonjour à chacun. C'est assez drôle de voir. Est-ce que je peux demander aux techniciens de me couper ou alors je vais me couper le son parce que là, j'ai un retour qui est désagréable. Donc, vous m'entendez là? Oui, je peux continuer. Donc, Oui, oui, Nathalie et allez-y. chers amis, la question débattue derrière le titre d'indépendance et d'autonomie a montré qu'en fait, l'indépendance intégrale, ça n'existe pas, l'autonomie intégrale, ça n'existe pas. Le virus a montré que c'était une affaire évidemment qui dépasse largement nos frontières et qu'en fait, dans ce monde-là, plus que jamais, à l'échelle de la planète, la seule façon de pouvoir assurer une forme d'indépendance, c'est d'être très fort soi-même. Donc en fait, la question qui nous est posée à nous aujourd'hui, comment dans le monde, avec non seulement, comme l'a dit Philippe, les questions militaires, mais aussi les questions commerciales, les questions de santé, les questions de recherche, etc., comment dans notre monde, la France d'abord, l'Europe, peut-elle être encore plus forte? Et puisque Nathalie, tu m'imposes 2 minutes seulement, ce que je veux dire, c'est que je souhaite vivement que les 750 milliards à l'échelle européenne et les 100 milliards à l'échelle française soient des outils qui vont nous permettre, dans le cadre d'une relance réelle, de sauter par-dessus les difficultés qui sont déjà là et qui vont s'amplifier dans les semaines et les mois qui viennent, pour que, effectivement, sur les sujets clés qui ont été validés par l'Europe, tant au niveau de la Commission, du Conseil et du Parlement, c'est-à-dire l'écologie, la recherche, etc., l'indépendance au niveau des médicaments et autres, que sur ces domaines-là, au-delà des difficultés que nous devons impérativement dominer pendant les 6 mois, un an et demi qui viennent, eh bien, l'Europe prenne un temps d'avance. L'Europe, c'est bien sûr le couple franco-allemand, mais ce sera d'abord et avant tout notre capacité de manière unie à être leader sur ces nouveaux enjeux qui sont planétaires, hein, et je ne les reprends pas puisque cela a déjà été cité partiellement et que nous aurons l'occasion d'y revenir. Les citoyens, la question la plus Alors, sur le difficile. deuxième sujet, peut-être, Oui, vous m'avez demandé comment associer les Européens, les oui. citoyens. Là, En 1 minute. personnellement, c'est un sujet clé parce qu'avec les réseaux sociaux, ce qu'on a vu en France, les Gilets jaunes, etc., et c'est vrai à l'échelle planétaire, c'est pas seulement vrai à l'échelle française, nous avons une grande difficulté. Mais je pense que ce à quoi nous devrons nous attacher, c'est d'abord de faire de la pédagogie parce que trop de contre-vérités involontaires se nourrissent d'un déficit d'information et de connaissances. Les gens veulent, sur les réseaux sociaux notamment, parler de tout alors qu'ils ne connaissent rien. Oui. Et ça, ce sera Mais le bon, grand combat à mener ces temps-ci. Si l'on veut de véritables débats citoyens, il faut commencer déjà par instruire ceux qui veulent débattre du contenu des sujets dont ils veulent débattre. merci beaucoup. On va pas trop critiquer les réseaux sociaux et les systèmes numériques parce que c'est grâce à eux qu'on se retrouve en tous les cas aujourd'hui avec plaisir. Mais le temps passe de la même façon sur le numérique que dans la vraie vie. Et donc je voudrais passer la parole aux internautes. Je ne peux pas, je m'en excuse déjà auprès d'eux, amener toutes les questions. J'en ai choisi au fur et à mesure une série. Alors, une première question pour Marie-Pierre et Christophe, m'excuse de les mettre ensemble en binôme, mais ils sont au cœur du réacteur européen. Quid de l'Airbus du médicament dont on parle? C'est une question donc de Pierre Quinn, je crois. Quid de l'Airbus du médicament? 1 minute, même pas pour répondre, s'il vous plaît.
Alors, je ne sais Marie-Pierre. pas si ça fonctionne. Oui, ça Merci. fonctionne. Merci de nous mettre en binôme parce que déjà, en fait, nos sujets, Christophe et moi, sont extrêmement liés. Et justement, Complémentaire. pour répondre à cette question, avoir un Airbus du médicament, mais avoir des Airbus sur d'autres sujets, c'est lié à la politique commerciale pour assurer justement davantage de réciprocité dans nos échanges. Et c'est lié à une politique industrielle qui doit être forte et qui nous permette de relocaliser justement certaines productions. Donc c'est tout le travail qui doit être fait parce que la crise du Covid que nous traversons démontre bien justement notre dépendance vis-à-vis de la Chine et vis-à-vis de l'Inde par rapport à certaines productions de médicaments. Donc il faut qu'on travaille avec les industriels pour pouvoir relocaliser cette industrie et pour pouvoir être Ok. autonome Mais et on souverain. le Je le fait? dis. On le fait ou pas? On est en train de le faire ou on veut le faire? Marie-Pierre, on fait cet Airbus du médicament ou on envisage de le faire? Bien, Marie-Pierre, vous ne m'entendez Il y plus a- les uns et les autres? C'était une question de Camille Petitjean, d'ailleurs, j'ai retrouvé entre-temps. Marie-Pierre, on le fait ou on veut un jour le faire? Alors je ne sais pas si on m'entend du Oui, coup. oui, vas-y, parle, c'est bon, Oui, on entend. alors, effectivement, mais sur beaucoup de sujets, il y a une volonté. Ensuite, il y a la volonté Ok. politique et puis il y a la réalité. Et puis il y a tout le Mhm. travail qu'on doit mener avec les industries et toutes les entreprises sur ces territoires. Donc, il y a plein de sujets. Et Christophe évoquait, par exemple, tout à l'heure, les batteries. Là, il y a tout ce qui a trait à l'hydrogène aussi. Il y a véritablement des avancées plus précises sur certains sujets. Mais je pense que Ouais. Christophe a plus de réponses et Alors, d'éléments sur cette Christophe, question, parce que je oui, le vois aussi qui lève la justement. main. Oui, Christophe, justement, on a parlé de réindustrialisation. Je ne vois plus Christophe, il doit être par là. Est-ce qu'on a Je les suis là, moyens, mais est-ce qu'on a les je peux te moyens répondre de sur là? l'annonce du médicament. Oui, mais il faut aller vite, hein, parce que je veux prendre beaucoup de questions. En Non, même temps, non est-ce mais qu'on a l'annonce les du médicament, moyens de la l'annonce du réindustrialisation, médicament, les c'est une moyens idée qui a été financiers? portée par Jean Rotner, le président de la région Grand Est. Oui, Au niveau de l'Europe, on ne parle pas de l'Airbus du médicament. On parle par contre effectivement de peut-être qu'au niveau de la chimie, au niveau justement des matières premières, on va mettre tout ça en synergie, mais c'est pas une organisation spécifiquement type alliance du médicament avec des subventions nationales, etc., qui va se mettre en place. C'est une autre organisation dans le cadre d'un programme santé de l'Union européenne. Et donc, n'oublions pas quelque chose, c'est un peu l'incohérence des fois, mais nous on est centristes, donc on peut nuancer les choses. Si on relocalise du médicament dans l'Union européenne, ça veut dire que notre relocalisation, elle ne sera pas forcément écologique. Elle sera stratégique. mhm, Reproduire aujourd'hui de médicaments, c'est forcément polluer un peu plus en Europe. Un peu plus de dégagement de carbone. C'est de la chimie. Donc, et ça, on a des fois du mal à admettre. On veut mettre du 100% environnemental pour la relance. Mais il faut admettre que pour l'instant, eh bien oui, d'un point de vue stratégique, on a besoin aussi d'avoir des médicaments produits dans l'Union européenne et de ne pas laisser hypocritement les faire se produire au bout du monde, de sorte qu'on n'en ait pas pendant les pandémies. merci. Pour Philippe, s'il m'entend, une question d'Hervé Ball, un internaute, qui nous pose la question épineuse, mais très importante, et qui est une question qui parle aux citoyens, vraiment. Quelle relation devrait, selon vous, avoir l'Europe avec la Turquie, étant donné que c'est une puissance avec un positionnement stratégique aux frontières extérieures de l'Union? Nous devons avoir avec la Turquie une attitude à la fois ferme pour empêcher ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire une frontière qui partirait de la Turquie jusqu'à la Libye et qui partagerait la Méditerranée en deux globes, le côté occidental, le côté oriental, que Erdogan, qui est un personnage redoutablement intelligent, essaye de s'accaparer. Mais deuxièmement, nous devons au niveau de l'Europe avoir un discours avec la Turquie qui rattrape l'erreur, je dis vraiment l'erreur, d'avoir claqué la porte au nez de la Turquie au moment où nous leur avons dit non. Bien sûr que nous ne pouvions pas élargir l'Europe au niveau de la Turquie, mais entre dire non et non mais, il y avait un cap énorme. Et il fallait que nous trouvions un mécanisme, que nous trouvions une façon de pouvoir dire, et je reprends une expression de Jean-Louis Bourlange, aux Turcs, nous ne pouvons pas, mais nous
savons que vous êtes les meilleurs des autres. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de pousser Erdogan et la Turquie, qui s'appuient sur la partie anatolienne de la Turquie, vers l'Iran, vers d'autres prédateurs. Et nous devons aujourd'hui renouer et nous appuyer à la fois sur les Européens, les Turcs européens, ceux qui viennent des Balkans, et que nous ne devons pas, comme avec les Anglais, comme avec n'importe qui d'autre, couper les liens. Nous devons avoir des discussions structurées de manière à garder un contact et préserver la paix aux portes de l'Europe. Ok, merci Philippe. Je reviendrai sur la Turquie en repassant la parole tout à l'heure à Jean-Louis, s'il nous entend toujours. Mais il y a encore une question de Camille Petitjean pour Philippe, je pense, qui s'interroge sur l'idée de construire une armée européenne plutôt que de compter sur nos alliés extérieurs. C'est à la suite du début du débat, hein, donc elle rebondit. Et sa question est Très tout à bien. fait pertinente. Très bien. Philippe? Pour construire une armée, il faut des décennies. Une armée, c'est une culture. Même en France, on n'a pas pu créer une quatrième armée qui est celle de l'espace. On l'a accolée à l'aviation, à l'armée de l'air. Pourquoi? Parce que construire une armée, c'est une culture qui est historique et avec des ressorts, des fondamentaux pour aller au combat. On peut mobiliser une armée nationale parce qu'on peut comprendre que des jeunes veuillent s'engager et soient prêts à donner leur vie pour protéger leur pays. Afin de pouvoir créer une armée européenne, il faudra que l'Europe soit suffisamment concrète et forte pour que des jeunes Européens puissent s'engager dans une armée européenne afin de dire « je suis prêt à mourir pour l'Europe ». Nous sommes loin culturellement de cette condition nécessaire et budgétairement. Donc, construire une armée européenne, à mon avis, à court terme, c'est exclu. À long terme, ça reste possible et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous passer d'aucun des partenaires que nous avons à l'heure actuelle afin de garantir notre sécurité si elle est un jour vulnérabilisée. D'où l'intérêt, et ne pas penser que les propos que nous avons, Christophe et moi, sont contradictoires, c'est qu'il y a une immédiateté, moi je suis dans la projection, et Christophe est dans la moi, je suis dans la projection militaire et lui, il est dans la projection politique. Et sur un long terme, on pourrait créer une armée. Sur un court terme, ça n'est pas possible. Ok, merci Philippe. Mais de toute façon, on peut tous faire plusieurs choses à la fois, même dans l'action et dans la réflexion. On peut mener des choses en parallèle et c'est aussi l'intérêt de la politique en s'adaptant à l'actualité, à l'attente des citoyens. Alors, comme il nous reste quelques minutes, tout d'abord, toutes mes excuses auprès des internautes auxquels nous n'aurons pas réussi à répondre, mais je propose qu'ils nous envoient les questions. Et la deuxième chose que je voudrais dire avant de repasser la parole à Jean-Louis pour conclure, s'il nous entend toujours, j'espère qu'entre-temps il s'organise pour que son micro fonctionne, c'est Moi, que je ce serait m'entends. pas Oui. mal ce serait pas mal qu'on arrive à faire un petit mémo des éléments intéressants de notre débat, puisqu'en 1 heure, bon, ça passe en un éclair. Donc, ça serait bien qu'on essaie d'avoir une trace de cela. Alors, j'avais dit que je rebondirais sur la Turquie. Jean-Louis, Jean-Marie et moi-même, on était présents au moment où on a demandé au Parlement européen de voter en faveur de l'ouverture des négociations de l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Après les années qu'elle avait passées de préparation à cela, il y a eu un vote. De mémoire, c'était le 17 décembre 2004. On a voté contre, mais nous étions minoritaires. Pour la France d'ailleurs, à l'époque, la droite et la gauche plaidaient pour ouvrir les négociations. Et je rejoins tout à fait Philippe en disant que bon, au fond, c'est pas la peine de pleurer sur le lait renversé. La Turquie, c'est la porte entre l'Orient et l'Occident, et il vaut mieux réussir à dialoguer et peut-être qu'il faut, comme avec le diable, prendre une longue cuillère pour discuter avec Erdogan. On le voit tous les jours que Dieu fait, mais c'est très très important de garder un contact sans pour autant donc la Turquie n'entre dans l'Union européenne. Qu'en pense Jean-Louis?
Et en même temps, je lui mets une autre question qui n'est pas directement liée à celle de la Turquie, mais qui permet de conclure peut-être notre table ronde. C'est une question d'un internaute, Pierre Quenz, qui demande ou qui souligne, je lis sa question: la gouvernabilité et donc l'indépendance de l'Europe, parce que je voudrais qu'on continue de parler et de traiter de cette question qui est encore ouverte. Ne sont-elles pas profondément liées à la sacro-sainte unanimité qui bloque les nombreuses décisions? Gouverner à plusieurs, c'est savoir faire des compromis, mais aussi avancer malgré ceux qui veulent freiner sa progression pour conserver certains avantages ou certaines postures politiques. Allons-nous réussir à faire évoluer cela? Merci de votre réponse. Alors Jean-Louis, en forme d'apothéose de la table ronde. Un mot sur la Turquie et 2 mots et demi sur cette question de la règle de l'unanimité. Oui, sur la Turquie, Nathalie, ce qui me paraît quand même frappant, c'est l'incroyable légèreté avec lesquelles les Européens en 98, si je me rappelle bien, au Conseil européen d'Helsinki, ont ouvert la porte à l'adhésion. Vraiment, il n'y a pas eu une minute de réflexion. Il n'y a pas eu une analyse des conséquences. Qu'on soit pour ou contre, c'est évident que l'entrée d'un pays aussi massif et aussi différent des autres pays européens posait un problème de redéfinition du projet dans son Du ensemble. projet, Tout ça a absolument. été évacué. On avait d'un côté Schröder qui avait des électeurs turcs, puisqu'il changeait un peu le système de nationalité et il voulait faire un geste en faveur de ses électeurs. Jacques Chirac, qui était toujours attardé à la lecture de l'Empire des steppes de René Grousset et qui avait enchanté sa jeunesse et qui marchait sur les pas d'Enver Pacha à la conquête du Touran. Il y avait les Grecs qui ont estimé de façon extrêmement téméraire qu'il fallait renoncer à être opposés aux Turcs en espérant en contrepartie un règlement à leur avantage de la question chypriote. Tout ça a été vraiment, et les Britanniques qui estimaient que c'était très bien à l'époque, ils nous reprochent Ah oui, après de nous bien ouvrir sur les sûr. pays Et les arabes ou les Américains, pays musulmans, en réalité ils bien étaient sûr. très pour parce qu'ils y voyaient un signe d'affaiblissement de l'Union européenne. Donc Absolument. c'est comme ça que cette affaire a été menée. J'ai un retour, hein, si, je ne sais pas si on pourrait s'en Non, non, débarrasser, continue et mais c'est comme ça que cette affaire a été menée. Il est évident que ça ne pouvait donner que des résultats catastrophiques, que des résultats absolument catastrophiques, et ça a été le cas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que bien sûr, on a après freiné parce que rien ne marchait dans cette négociation, mais je pense que de toute manière, Erdogan a joué un jeu marqué par une extrême duplicité, parce que en réalité, il s'est servi de l'Union européenne pour, au nom des droits de l'homme, etc., éliminer l'État profond, militaire, justice, etc., kémaliste, qui était soutenu par les Américains, et ça lui a permis, il a Jean-Louis, utilisé la Libye de l'Europe pour se débarrasser de des éléments laïques de la société turque. Donc ensuite, quand c'était fait, il a dit, bon, tout ça c'était très bien, mais que lui, ce qui l'intéressait, c'était les frères musulmans et l'Empire ottoman. Bon, donc je crois que là, on a été dans un marché de dupes. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Philippe tout à l'heure. Les Turcs sont un grand pays, il faut le traiter comme un grand pays, mais c'est un pays extérieur à notre projet. Alors ça veut dire une chose, en tout cas, c'est qu'on n'a pas du tout réfléchi aux conséquences exactes des critères de Copenhague. J'ai à nouveau un retour. Hein, aux critères de Copenhague on est en train de sur nous les faire conditions disparaître, d'adhésion. Jean-Louis. Jean-Louis, Voilà. ces Ça, quelques minutes volées à la fin oui. étaient absolument essentielles. Merci à tous, merci à Marie-Pierre, à Christophe, à Jean-Louis Bourlange, bien sûr, à Jean-Marie Beaupuy et à Philippe de leur participation. Nous restons un peu sur notre faim, mais ça appellera un autre débat en quémandant le fait d'avoir 1h30 quand nous sommes aussi nombreux. Merci à toute l'équipe du Modem, merci à François Bayrou. On espère que Marielle nous écoute et que ça nous permettra de poursuivre au moins par le biais d'Internet avec les internautes sur les questions. Merci à tous et ne manquez pas de suivre le reste des plénières et des débats de la Cité démocrate.